Claudia pour cette introduction. Et Pierre et moi-même, on est très heureux d'être avec vous ce soir pour cette activité Nouvelle Humanité, pour une convergence scientifique, poétique et philosophique, un hommage à Giordano Bruno. Je suis en compagnie de Pierre, qui incarne le pôle science. Et c'est aussi un poète. Souvent, les scientifiques sont poètes, hein, n'est-ce pas? Et puis, donc, moi, je suis une amoureuse de l'art. Du côté, j'incarne un peu l'aspect de la poésie. Et donc, on va avoir l'occasion de rentrer à l'intérieur d'idées qui sont très inspirantes et porteuses, je pense, pour nous aujourd'hui. Quand on parle de science, de poésie et de philosophie, et qu'on la colle au nom de Giordano Bruno. On a vraiment, avec ce personnage de Giordano Bruno, l'esprit de la Renaissance. Et cet esprit de la Renaissance, Giordano Bruno a vécu au XVIe siècle. D'ailleurs, nous célébrons aujourd'hui le 425e anniversaire de sa désincarnation. Il est mort sur le bûcher de l'Inquisition, il faut savoir. Et toute sa vie, il a été un libre penseur, un homme de la Renaissance. Et ses pensées, ses idées, ses inspirations trouvent écho dans les scientifiques, chez les poètes d'aujourd'hui. Alors, c'est un contemporain. Dans ce sens-là, il est précurseur du troisième millénaire, si on peut dire, et on continue de lire Giordano Bruno, de s'inspirer de Giordano Bruno, entre autres avec des astrophysiciens comme Hubert Reeves, par exemple, ou encore Aurélien Barraud. Donc, on va avoir l'occasion d'ouvrir ces pages de réflexion que nous livrent ces grands penseurs, ces grands auteurs. Alors, avant de rentrer dans le cœur de notre sujet, seulement peut-être quelques mots sur Giordano Bruno. Donc, Giordano Bruno est animé de cette soif de la connaissance, cette quête de la vérité. Et pour lui, les différentes disciplines de la connaissance ne sont pas isolées, ne sont pas séparées, mais au contraire, se rencontrent, se complètent. Et c'est pour ça qu'on va le retrouver comme poète. Alors, vous allez entendre certaines de ses poésies. Pour lui, la poésie n'est pas une forme littéraire, mais beaucoup plus que ça. C'est un élan de création qui accompagne la recherche scientifique. Alors, c'est pour ça que les deux aspects, science et art, science et poésie, sont totalement imbriqués. Et imbriqués au point d'ouvrir de nouveaux chemins, ouvrir de nouvelles voies. Il conçoit l'art comme une voie de connaissance, la poésie comme un chemin qui ouvre de nouvelles perspectives, qui va amener la science à faire les mesures, les vérifications et pouvoir continuer de développer ces intuitions que l'approche politique va pouvoir développer. Donc, on va essayer de développer, de rencontrer ça un peu plus profondément ce soir dans l'activité. Alors, sans plus tarder, donc, on peut déjà, avec cette réflexion, quand je dis que Giordano Bruno sème à travers ses recherches, le temps, l'histoire, on va le retrouver aussi avec Heisenberg, quand il dit « Toute philosophie authentique se tient au seuil entre la science et la poésie. » Donc, c'est dans cette rencontre-là que le sens des choses, la quête de la vérité, la quête du savoir se rencontre, se fait, une quête de la sagesse. Qui est Heisenberg?
Tu vas nous le décrire, Pierre. Tu vas nous le présenter. Tu es l'experte des quantiques, du quantique. Donc, Oui, Heisenberg je te est à laisse le l'origine présenter. de la mécanique quantique dans les années 1930. Et quand ils ont commencé à se rendre compte que la réalité physique dans laquelle on vit est finalement qu'une apparence très similaire au constat qu'avaient fait les orientaux déjà depuis des milliers d'années, ils l'appelaient Maya. Donc là, vous êtes illusion. Nous sommes illusion. Mais c'est le constat. Et pour ça qu'il dit que oui, on peut observer et mesurer les choses, mais il y a beaucoup plus qui en fait peut se manifester autrement, qui est en potentiel. Et pour cela, ça veut dire qu'on a un bassin infini de possibilités de réalisation devant nous, à tout moment. Je laisse ça là, parce que c'était juste une petite note. Et quand on parle justement de cette quête de sens, quête de la vérité, hein, ici on a une citation de Giordano Bruno, la vérité est au-dessus de toutes les choses parce qu'elle est l'unité qui préside à tout. Donc cette quête d'unité qui est en fait la quête de l'être, qui est la quête philosophique. Quel est le sens? Qui suis-je? Qu'est-ce que l'univers? Qu'est-ce que la réalité? Donc, cette quête est une quête d'être qui ne peut se rencontrer, vont nous dire les scientifiques et les poètes, et certains scientifiques, comme Pierre va nous le présenter, qui est cette quête de devenir, c'est-à-dire qu'on ne peut rencontrer cette réalité d'être de l'univers, par exemple, sans se rencontrer soi-même. Donc c'est la grande phrase de Socrate. Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux. Qu'est-ce que la vérité? Qu'est-ce que le monde? Qu'est-ce que l'univers? Qu'est-ce que la réalité qui nous entoure? Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux. Connais l'univers et les dieux, observe le monde qui t'entoure et tu te connaîtras toi-même. Donc c'est un dialogue. Et c'est ça que nous propose Giordano Bruno dans l'ensemble de son œuvre. Il a écrit des dizaines de livres tout au long de sa vie. Et on peut en retrouver certains ici dans notre école de philosophie. Ah, et c'est l'interrogation et c'est le dialogue qui l'a habité toute sa vie. Et cette rencontre avec la vie, cette rencontre avec la réalité et cette rencontre qui trouve écho en lui-même. Qui suis-je? Yes. Très bien. Je vais commencer, mais aussi mettre un peu la table par rapport à une autre question. C'est pourquoi parle-t-on d'une nouvelle humanité? C'est dans quel contexte? En fait, c'est quelque chose qui est annoncé depuis longtemps. Il n'y a aucun doute que l'humanité est en évolution depuis qu'elle est apparue sur Terre. Donc, est-ce que, d'après vous, l'avenir promet une évolution de l'humanité? Mais est-ce qu'on comprend vers où va cette évolution de l'humanité? De quoi il s'agit? Est-ce que c'est clair? Quand tu dis évolution de l'humanité, ouais. C'est un mouvement global ou niveau individuel, niveau collectif? Ben, c'est ça. On va couvrir ça, mais dans le sens que est-ce qu'on peut constater, de ce qu'on sait de l'histoire, des traces des anciennes civilisations, que l'humanité évolue? Oui ou non? Oui. Ouais. Bon. Alors, collectivement, oui aussi. Mais qu'est-ce qui fait que l'humanité évolue? Ça va être que chacun évolue en soi, mais aussi que chacun bénéficie d'une transmission des autres qui ont évolué à leur façon, et de pouvoir transmettre ces nouveaux pas, ces nouvelles capacités, ces nouvelles perspectives.
aux générations qui suivent. Parce que s'il n'y a pas de transmission, comment l'évolution peut se faire? Alors on a eu donc à travers l'histoire des grands sages, dont Giordano Bruno, mais bien avant aussi, on peut remonter très loin, même Pythagore pour les Grecs, et les Égyptiens bien avant encore, et puis les Mésopotamiens, puis, etc. Donc la même chose en Orient. Eh bien, il faut quand même se poser la question actuellement. On est quand même aussi à une époque où la question pourrait être, est-ce qu'il y a une motivation pour évoluer? Est-ce qu'il y a une urgence? Il y a du changement, mais pas forcément d'évolution. Oui, les choses bougent. Hein? Les choses bougent. Ça bouge dans tous les sens. Mais est-ce qu'on constate qu'est-ce qui serait plus urgent à essayer? Alors, il y a des constats de nos jours qui ne sont même pas relayés par les médias ou de toute autre façon. Vraiment, elles le sont un peu, mais couverts par plein d'autres préoccupations quotidiennes. Et c'est l'état de la nature, de la vie sur Terre. Depuis 1950, la biodiversité des écosystèmes a diminué de 60%. En fait, c'est plutôt de dire que 60% des espèces sont en voie de disparition. Et de ça, déjà 30% ont disparu, carrément. Donc la tendance, c'est pas juste, elles vont peut-être disparaître, mais elles vont peut-être rebondir. Non, Et quand on brise des espèces dans la chaîne alimentaire, bien, ça fait tomber les autres encore plus vite. Alors on a un problème, mais qui n'est pas adressé. Parce qu'on parle plutôt de changement climatique et d'empreinte carbone, mais on ne parle pas de la vie. N'est-ce pas curieux? Alors, il y a en fait des choses, mais peut-être qu'on ne sait pas ce qu'est la vie. Et c'est là on propose ce soir, Céline et moi, de nous refamiliariser avec le sens de la vie, parce que c'est pas parce qu'on se lève le matin, on se couche le soir, puis qu'on a mangé 2 ou 3 repas dans la journée qu'on est vivant. Dans le sens humain, ce n'est pas ça la vie. C'est de la consommation, c'est tout. Alors, voyons voir. Parce que une nouvelle humanité impliquerait qu'on apprenne en fait à travailler avec le vivant comme si on était des jardiniers de la planète. Et puis, ça, on pourrait s'inspirer des sciences traditionnelles qui ont réussi de toutes sortes de façons, dans toutes sortes de régions du monde, à bénéficier du monde, mettons, qu'on appelle l'environnement, mais en fait de l'écologie, de la vie, d'une façon à soutenir les civilisations sans qu'on passe par des moyens si artificiels que ça. Quand on dit artificiel, c'est parce que c'est l'artifice, c'est un peu les créations, les outils qui font nous, l'idée aujourd'hui du progrès, c'est de remplacer le vivant par des mécanismes qui sont profitables. Profitables à court terme, parce que pour ceux qui vivent jusqu'à 80 ans, ils vont faire un profit dans leur vie, après ils meurent, bonne chance pour la suite. Donc, il n'y a pas de vision à long terme, alors que normalement, dans toute culture qui se respecte, ils pensent au moins à 7 générations dans le futur, et les conséquences de leurs actions aujourd'hui. Et ce qu'on appelle science aujourd'hui n'a pas l'envergure des sciences traditionnelles, qui étaient plus ésotériques. Elles intégraient pas seulement l'exotérique, l'aspect matériel, physique, et même, on pourrait dire, vital des choses, mais elles avaient une dimension ésotérique aussi. Et ça, on va en reparler de qu'est-ce que éso. Éso veut dire intérieur, contrairement à extérieur. Et puis, un sens magique, justement, de comment cette dimension intérieure, ésotérique, s'exprime dans la réalité extérieure. Et ça implique des liens, une magie qui est celle de la vie, qui permet de maintenir, de soutenir le vivant et d'avoir une créativité qui dépasse ce à quoi on est habitué, mais qui en fait serait nourri par l'imaginaire.
Maintenant, si on révise un peu les sciences, qu'est-ce qu'on sait la science actuelle? D'où elle vient? Depuis le XVIe siècle, donc un peu après Giordano Bruno, parce que, comme disait Céline, il a été mis au bûcher parce qu'il avait des idées tellement d'avant-garde et une vision du monde, de la réalité, une vision magique de la réalité, une vision poétique, une vision scientifique, et tout cela bien intégré. C'est un grand philosophe. Et voilà, ça bousculait à l'époque l'autorité établie, alors on comprend religieuse de l'époque. Et de là, il y aura 2 siècles d'inquisition terribles, parce que ce sera aussi le début de l'imprimerie. Puis il faut absolument arrêter ce mouvement de penseurs autonomes, libres de penser. Et lui était un exemple de liberté de penser. Donc, au XVIe siècle, depuis le XVIe siècle, on s'intéresse aux phénomènes physiques et puis qui sont mesurables et observables par les 5 sens. Ça, c'est le premier niveau d'une nouvelle science. On abandonne ce qu'on appelait les anciennes pratiques comme l'alchimie et la magie, et puis toute autre ancienne pratique qui était beaucoup plus reliée à la respiration du vivant. Et à la transmutation et la transformation d'abord de soi pour pouvoir pratiquer ces sciences. Il fallait d'abord se transformer. Mais ça a été abandonné parce qu'on voulait quelque chose de plus populaire, que d'autres puissent appliquer de façon sans être apte à pratiquer la science. Tu pouvais en répéter les mêmes recettes et avoir les mêmes résultats. Donc on s'est limité au domaine purement physique, qui impliquait aucune posture psychologique ou intérieure. Après ça, on est arrivé au 18e, 19e siècle, vont apparaître on a une vision mécaniste du monde, ça s'appelle le positivisme, tout est expliqué. Dans le temps de Mme Blavatsky, du 150 à 1900, l'ordre est établi, la science il y avait plein de publications qui disaient il n'y a plus de progrès à faire, qu'est-ce qu'on va faire? Il n'y a plus de travail pour les scientifiques. Arrive le début du XXe siècle, Marie Curie, la radiation, la radioactivité est découverte, on découvre les champs électromagnétiques, déjà avec Tesla, qui sont en plus appliqués, la courbure de l'espace-temps avec les champs gravitationnels, et on va même découvrir les champs quantiques dans les années 1930. Et puis finalement, la génétique dans les années 1950-60. Alors, plein de découvertes au XXe siècle qui remettent en question notre vision du monde parce qu'on n'est plus face à la matière, des choses, des objets, l'espace et le temps. Mais on constate maintenant, et on le dit aujourd'hui, que on ne va plus considérer que ce sont des objets dans l'espace et le temps s'écoule. Mais on va maintenant parler d'une science qui étudie les énergies, les vibrations et l'information. Donc tout est énergie, vibration et information. Comme on disait tout à l'heure, en apparence vous êtes là, matériellement, dans l'espace à une certaine distance de moi et de vous, les uns des autres. Mais en réalité, vous êtes vibration, information et énergie. Et avec cette nouvelle compréhension des choses, eh bien, qu'est-ce qui se passe tout d'un coup? Donc, ça veut dire que c'est un peu une illusion, ce qu'on perçoit, qui est l'espace et du temps. Et en effet, le constat, avec les nouvelles recherches qui maintenant, elles, datent juste depuis 50 ans, sur la conscience, eh bien, on constate qu'en effet, cette image d'espace-temps et matière se produit dans notre conscience, dans notre champ mental. Et que la réalité, c'est qu'on est tous interconnectés beaucoup plus qu'on le pense. Un des facteurs qui minimise la perception du réel, c'est que nos yeux ne voient qu'une petite fréquence de la bande lumineuse, électromagnétique. Nos oreilles n'entendent qu'une petite bande des fréquences son. Tout est très
limitée. Donc on a des petites fenêtres qui nous donnent une impression autre que ce qui est vraiment là. En fait, nous sommes tous interconnectés et non pas dans l'illusion de la séparation. Et puis, ça nous amène à cette citation de Hubert Reeves qui dit « Nous nous éloignons de plus en plus de la position officielle héritée du 19e siècle selon laquelle l'homme est un étranger dans l'univers, un accident dans le cosmos, et en fait, ou une poussière. » Aujourd'hui, au contraire, nous avons tendance à penser que nous sommes les enfants de l'univers, engendrés par lui. Donc c'est quand même un changement de vision aussi par rapport au sens de l'évolution. C'est que là, maintenant, engendré par l'univers implique une création, et non pas un accident. Et vous savez, on entend parler de, bon, quelle était l'origine de l'univers? Ben, le Big Bang. Puis après, ben, l'origine du vivant dans les océans, de la Terre primordiaux. Vous savez, je veux dire, il y a 4 milliards d'années, le Big Bang des cellules. On pense que c'est tout chaotique, et puis que ça se fait au hasard, puis par essai et erreur. Mais non, la vision maintenant de tous les scientifiques qui creusent plus en profondeur, au-delà de l'apparence, c'est que c'est une création imaginée et volontaire. Nous ne sommes pas là par hasard. C'est quand même tout un changement de position énorme. Et ça nous amène donc que même notre existence, tout ce qui existe, notre existence à nous aussi, participe donc d'un champ de conscience, mais qui n'est pas que notre conscience à nous, mais d'un champ de conscience universel. Ça impliquerait donc que les animaux ont de la conscience. On peut dire c'est une âme dans ce cas. Les plantes ont de la conscience. Les minéraux, la matière a de la conscience. Et elles ont même des vertus, comme la matière, c'est quoi sa conscience vertueuse? C'est la résistance. C'est une chance qu'il y ait cette résistance, sinon on serait des flasques d'eau en mouvement liquide. Donc il y a toutes ces qualités de différents éléments de la réalité qui font que on est entouré de conscience. Et que ce n'est pas qu'un petit produit comme un jus qui est produit par le cerveau. Et c'est ce champ de conscience donc qui est à l'origine de ce qui est matériel, ce qui apparaît comme une perspective spatiale et ce qui apparaît comme un écoulement du temps. Particulièrement au niveau de notre pensée rationnelle, que cela se produit, mais on a d'autres outils que la raison qui nous permettent de voir les choses autrement, ou de les intuitionner autrement. Une autre diapo ici. Par exemple, on va rejoindre une parole, un écrit de Giordano Bruno il y a 400 ans, qui nous dit « Ce n'est pas la matière qui génère la pensée, c'est la pensée qui génère la matière. » Déjà, Giordano Bruno avait cette vision. Est-ce que c'était juste parce qu'il avait pris un verre de trop? Ou parce que c'était pour lui une évidence? Donc on avait affaire à un humain plus évolué que la moyenne. Alors quand on parle d'une nouvelle humanité, en termes d'évolution, c'est qu'on a des modèles de ce qui est possible. Et puis quand on a cette perspective-là, bien, si plus d'individus peuvent coexister ensemble et travailler ensemble avec des perspectives élargies et des pouvoirs de conscience qui s'appliquent et qui transforment le monde, eh bien là, on va pouvoir parler d'une nouvelle humanité en marche. Vraiment d'une autre perspective. Et on vit, comme vous le disiez tout à l'heure, il y a beaucoup de changements, mais on ne sait pas trop dans quelle direction ça va. Parlons de quelle direction ça pourrait prendre. Alors, là, juste une minute, parce que là, j'ai ça, mais normalement, j'ai une autre. Je ne la vois pas. Alors, non, c'est ça. Ah oui, c'est que, vu que la pensée, génère la matière, ou du moins nous génère,
on arrive aussi en science au constat que on est en même temps le sujet observé, je veux dire, on s'observe soi-même vivre, on est donc aussi l'observateur, et puis on est en plus l'acteur. Alors, c'est intéressant, tu sais, dans le sens que par exemple, on arrive dans le monde à notre naissance, ok, on n'a pas trop conscience qu'on existe encore, et puis il faut s'adapter à la réalité, puis bon, grandir, et puis finalement, c'est vers un âge un peu plus tard qu'on comprend qu'il faut conduire notre vie, qu'il faut être responsable et tout ça. Mais c'est intéressant qu'on part de l'ignorance totale de pourquoi on est là. Et puis, à mesure qu'on progresse, les croyances de pourquoi on existe vont être celles que la culture nous fournit. Parce qu'on a tous posé la question à nos parents. Pourquoi? Puis ils nous ont tous expliqué des choses qui sont conventionnelles. Plus ou moins. N'est-ce pas? Puis parce que s'ils nous disaient des choses non conventionnelles, qu'on allait à l'école répéter ces choses non conventionnelles, on aurait été la risée. Alors, ils voulaient nous protéger aussi, peut-être. Vous voyez le problème de rentrer dans un message commun, une convention est acceptable, pour être acceptable. Eh bien, ce qui fait que, on observe qu'on est là, c'est un constat, mais on est aussi des observateurs, c'est-à-dire qu'on peut s'observer même penser, et en plus, on est des acteurs. On n'est pas juste là et puis en train d'observer, mais en plus on peut agir dans le monde, c'est-à-dire qu'on peut changer les perspectives. D'accord? Mais il n'y a pas de doute qu'on est des acteurs dans nos vies, n'est-ce pas? Oui. Là, je vais vous faire on va se poser une autre question. Mais dans quel film on joue? Si on est tous acteurs de nos vies, c'est quoi le titre du film? C'est la question. Quel film on a choisi? Quel directeur, quel producteur est derrière le scénario du jeu de notre jeu théâtre? Donc, la question en fait, c'est au service de quoi et de qui nous vivons? Au service de qui et quoi notre vie est-elle dédiée? Alors là, on pourrait se dire, commençons par au moins vivre pour m'améliorer. Alors je pense qu'on est tous d'accord qu'on est des apprenants dans la vie. Tu sais, qu'on est là, que la vie est une école, qu'on apprend. Ça, je pense, une norme universelle. Tout le monde va constater ça. Déjà, on va à l'école pour apprendre à s'intégrer dans la société, mais après, tout le reste de notre vie, on est à l'école de la vie. Donc, ça pourrait être une raison. Mais ça veut dire que c'est une raison pour vivre, pour être mieux, tout le temps mieux. Mieux de quelle façon? C'est quoi les critères du succès? C'est quoi le critère de mon progrès? Et on en est collectivement, si on regarde à l'échelle collective et conventionnelle de nos jours, le progrès est technique et technologique d'une vitesse incroyable. C'est fantastique ce qu'on a fait grâce aux sciences physiques. Mais vu qu'on n'a pas trop développé les autres sciences du vivant, ça je vais en reparler un peu, eh bien, peut-être que pour moi, le sens du succès, c'est comment je peux utiliser toutes ces technologies, toutes ces techniques et m'intégrer dans la société pour sortir gagnant. Et qu'est-ce que ça veut dire sortir gagnant? Pour pas être perdant. Ça, c'est comme on pense tous. Tu sais, je veux dire, la pensée populaire. Je parle pas que vous pensez comme ça. J'espère qu'on pense autrement, individuellement. Mais la pensée populaire, c'est ça. Il faut sortir gagnant, là. Il ne faut pas se faire écraser. À tel point qu'on a peur de la mort, ou que c'est tabou, surtout en Occident, dans les pays occidentaux, au point où la mort est un échec, parce que c'est une perte. Alors, on n'accepte pas bien la perte. La perte d'argent, la perte d'emploi, la perte de ci, la perte de ça. On a peur des pertes.
parce qu'on ne veut pas être des perdus. Mais est-ce qu'on sait comment se retrouver? C'est quand on est perdu. En fait, on est collectivement perdu. C'est pour ça que c'est un tabou. Il y a un mal-être. Il y a un mal-être total. Donc, alors, les sciences physiques ont fait un progrès fantastique, concentrant singulièrement sur les lois physiques de la matière. Regardez les technologies qu'on a aujourd'hui, les gadgets, les bidules. Ils fonctionnent même au niveau quantique. Votre téléphone cellulaire utilise la science quantique. Sinon, il fondrait, il surchaufferait. Alors, mais la plupart de nous ne pourraient jamais réparer ces machines-là. Quand elles vont à la poubelle, c'est perdu aussi. C'est une autre perte. Qui n'est pas recyclable, qui n'est pas transmissible non plus. Il y a quelques ingénieurs dans le monde qui savent comment reproduire toutes ces machines magiques qu'on utilise aujourd'hui. Il y aurait une déstabilisation économique dans le monde qui fait que les usines et les flux d'achat de ces produits-là ne pourraient plus être financés. Et puis ça y est, là, ce serait comme les compagnies qu'on essaie de démarrer, là, de voitures électriques ou d'autobus électriques comme Lyon. Ça fait faillite tout de suite. Et quand ça fait faillite, on perd le savoir-faire. C'est pas automatique que ça aille vers des meilleurs jours, des gens qui savent faire. Parce que ce sont des choses qui sont loin de nos capacités humaines et devenues très artificielles. Il y a beaucoup d'artifices qui nous séparent de ce qu'on valorise et de ce qui a vraiment de la valeur. Donc, en tout cas, ça c'est le résultat, depuis le XVIe siècle, d'une science purement matérialiste, physique et sans le sens du divin ou de la vie. Le deuxième aspect, c'est la science de la vie. Et quand même, on peut étudier en biologie aujourd'hui, on peut étudier en médecine, c'est la science de la vie, on ne pense pas, non? Donc, mais ils n'ont pas encore percé le mystère qui différencie un être animé d'un être inanimé. Comment ça se fait qu'un corps qui respire, même en dormant par exemple, tranquille, et un cadavre? Quelle est la différence? On pourrait rapidement dire, c'est l'électricité. La preuve, si le cœur arrête, tu as juste à donner un boost électrique, puis ça redémarre. Statistiquement, ça ne redémarre pas tout le temps. C'est juste, on est chanceux quand ça marche. Ça marche parce qu'il y avait encore toutes les conditions pour. Donc, c'est quoi ces conditions qui font que la vie fonctionne? On ne sait pas. On ne sait pas. Et c'est pour ça qu'on a de la difficulté avec le monde vivant et toutes les espèces qui nous soutiennent, qui soutiennent la vie sur la Terre. En écologie, nous sommes très loin de comprendre ce qui gouverne le courant de vie, de régénération des écosystèmes. Si nous le savions, nous n'investirions pas dans de fausses pistes comme l'empreinte carbone. C'est le monde vivant organique qui est fait de carbone, qui régule le climat, les cycles de l'eau, etc. C'est toutes les espèces vivantes régulent le mouvement de l'eau, de l'oxygène. Le plancton gère beaucoup le CO2 tout seul. Il n'y a pas besoin de... C'est pas grave si on a des voitures qui roulent sur les routes. Tout ça, c'est devenu des grandes illusions pour les marchés. Okay. Il faut faire bien attention à ce qu'on entend. Et puis, je ne suis pas le seul à le dire, là. C'est pas une invention, c'est pas non plus Nouvelle Acropole qui dit ça. C'est juste que c'est pas acceptable de le dire aujourd'hui, parce que tu vas contre la doxa. Mais maintenant, qu'est-ce qui nous intéresse, nous? Qu'est-ce qu'on peut faire? Quand je parlais tout à l'heure qu'on est un sujet qui est à observer, on peut s'observer soi-même. Je me lève le matin, je suis là, tiens, j'ai besoin de me raser, ok, je m'observe. Bon. Je suis observateur, donc je peux réfléchir sur ce que j'observe, et je suis acteur, je peux prendre des décisions. Bien, je trouve que on a quand même, dans les sciences actuelles, intégré ça. Puis on comprend leur relation psychosomatique. Vous connaissez cette expression? Psychosomatique en médecine, c'est-à-dire que ton état d'âme, ton état du moins émotionnel va avoir des effets sur ton corps physique. Si ce n'est pas immédiat, c'est éventuellement. Et inversement, ton manque de mouvement physique peut avoir des effets sur ton état de pensée. Donc, un marche avec l'autre dans les deux sens.
Bien ça, cette réalité-là, c'est fantastique, parce qu'on est en train de relier la pensée au corps physique. Waouh! Ça ressemble à ce que disait Giordano Bruno, là. Mais ça, c'est pas ce que disait Giordano Bruno, exactement. Ça va beaucoup plus loin, ce qu'il nous disait. Parce que le psychosomatique, c'est ce qu'on appellerait la personnalité. Comme les anciens Grecs nous parlaient du persona, qui est le masque. C'est en fait l'acteur avec son costume sur la scène de théâtre. Ben, le costume, le masque, c'est notre personnalité. Mais ce masque, ce costume, il a la capacité de raisonner par lui-même. Il a des émotions, il a une vitalité, il a besoin de bouger aussi, il a besoin de respirer, puis il a un corps physique, il est là, positionné dans l'espace-temps. Donc, ce masque vivant et pensant est acteur. Mais encore la question, au service de qui et de quoi? Et ça, notre capacité de raisonner ne fait pas de nous des humains. C'est une machine psychosomatique, c'est tout. On n'a pas encore trouvé pourquoi on est là, à quoi ça sert la vie, quand on est à ce niveau-là. Parce que ça ne implique pas, ça peut opérer sans une conscience individuelle. C'est pas parce que je suis acteur. En fait, si on s'examine bien, toutes mes actions de tous les jours, je les fais pourquoi? Eh bien, c'est souvent pour des pressions externes, des conditions externes. On est conditionné par toutes sortes d'obligations qui ne sont pas vraiment de notre décision, c'est de la survie. C'est pas la vie. Et il y a un peu peut-être là-dedans, là, on se donne 5 minutes, 10 minutes par jour, ou vous, bravo, quelques heures par semaine d'études philosophiques pour approfondir, pour se poser des questions plus sérieuses, puis sûrement plus que quelques heures par semaine. Mais considérons qu'on est héroïque dans le monde actuel, avec cette capacité de se poser des questions et donc de comprendre qu'il faut développer une vie intérieure. Parce que la personnalité est gouvernée, oui, par l'ego, mais ça, c'est une machine formelle qui, grâce à l'évolution de l'humanité, atteint une capacité instinctive. Mais nous, on a d'autres pas à faire qui, eux, sont plus volontaires que juste des désirs instinctifs. Donc, on va parler maintenant des sciences ésotériques qui vont... avec les sciences ésotériques, on va découvrir les origines de la conscience. Parce que on va découvrir que la dimension qu'on appelle la vie intérieure, qui n'est pas cette machine psychosomatique, mais qui appartient donc à l'esprit, va correspondre le pouvoir d'imagination, mais surtout de création. L'acteur ne crée pas, parce qu'il joue dans le film de quelqu'un d'autre. Et souvent, ces films-là, c'est juste des copy-paste, des copier-coller que d'autres ont fait avec quelques variations. Mais la capacité créatrice, elle était impulsée à travers l'histoire. Chaque civilisation qui est apparue est un acte de création. Chaque famille qui a décidé d'avoir des enfants, puis de s'organiser par l'amour autour des relations humaines, ont fait un acte de création. Et puis ils ont créé une communauté, ils sont intégrés dans une communauté. Il y a plein de gestes héroïques dont on ne parle jamais, mais qui ne sont pas le cadre global dans lequel des règles du jeu. Les règles du jeu nous enferment, alors que pourtant on voudrait bien vivre l'amour. On est quand même capable de vivre dans les trucs réels du vivant. Donc c'est un pouvoir d'être non seulement utiliser notre imagination et créateur, donc d'être des auteurs de nos vies. Afin que notre ego soit l'acteur. Mais acteur de quoi? Ben de l'auteur, qui est notre âme intérieure, qui, elle, survit à cette vie. Et donc là, c'est la dimension intérieure. Quand on parle d'une dimension intérieure, on parle d'une dimension qui n'est pas limitée dans l'espace-temps, mais qui va pouvoir justement transformer son rythme dans cet espace-temps.
faire une évolution dans le sens de apporter un changement dans un monde où ce changement n'est même pas programmé à l'avance. C'est pas par essai-erreur que ce monde, qui est lui plutôt, mettons, matériel, même jusqu'à la pensée rationnelle, va créer du nouveau. Pour ça, par exemple, que l'intelligence artificielle ne peut rien créer de nouveau, à part que des nouvelles combinaisons horizontales, comme on dit, mais replacer les pièces de droite à gauche, de toutes sortes de façons originales, mais pas reliées aux origines, et pas reliées à un pouvoir de conscience. Donc, nous avons une vie intérieure à réintégrer en notre conscience, dans notre culture aussi. Ça, c'est ce qui manque, et on ne peut pas attendre de la culture. Là, j'ai donc voulu mettre la table au niveau de la science, vous voyez, et puis nous faire avancer vers la réalité qu'il y a une science beaucoup plus large dont parlent les anciens maîtres, et qui, tous ces anciens maîtres de sagesse ou grands scientifiques du passé sont aussi des philosophes et des poètes, et comme on les découvre dans nos cours. Donc, je vais laisser la parole à Céline, parce qu'il y a une prochaine diapo qui nous parle de cela. Ah ben, donc, merci. Il manque quelque chose à voir. Ah oui. Ah oui, mais ça c'est... Non, c'est un mauvais réglage de l'ordi. C'est pas grave. C'est un mauvais réglage des pixels. Puis là, on va pas jouer là-dessus. On peut le lire. Non, on devine les mots. On va laisser aller. Oui. Allons-y. On va laisser, oui, aller l'imagination. Et il y a des éléments que tu as touchés, Pierre, qui sont vraiment importants. Quand on parle d'imagination, de quoi parle-t-on au juste? Souvent, le problème qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on ne comprend plus ce qu'est l'imagination. Et on la confond avec la fantaisie. C'est comme une... Et ça encore, c'est la fantaisie est une projection limitée de ce qu'on connaît déjà, et on fait des associations avec ce qu'on connaît déjà. Ça, c'est pas l'imagination au sens profond et réel, mais c'est une fantaisie qui peut être agréable, d'accord, pourquoi pas, mais ça ne nous apportera pas une connaissance intérieure, un lien avec le sens des choses que l'on cherche. Et Pierre, tu as mentionné le mot de magie, que quand on parle de la science ésotérique, par exemple, on parle d'une connexion magique. Alors, c'est quoi cette magie? C'est intéressant, justement, de rencontrer les mots. Magie, c'est associé à mage. Le mage qui est un sage, qui est un connaissant, tu vois, un connaissant de l'intérieur, et qui va capter des images. Alors là, on commence à rentrer à l'intérieur de qu'est-ce que ça peut être l'imagination. L'imagination n'est pas une projection de la raison, mais c'est une captation intuitive de ce qui est. C'est-à-dire que par l'imagination, on peut rencontrer l'être des choses. Et c'est ça la démarche d'un Giordano Bruno, c'est quelque part cette rentrée à l'intérieur des choses qui permet de développer cette intuition, de capter une image et par la suite de la révéler. Et au fur et à mesure qu'il y a cette captation, il y a révèlement de soi-même et de ce qui nous entoure. Donc, on est en train alors d'ouvrir des chemins. Alors, ça, c'est pourquoi l'art va être si important pour les scientifiques, comme pour les philosophes, comme pour les artistes eux-mêmes, qui vont par la suite se tourner vers la science. C'est une complémentarité, on va penser à un Leonardo da Vinci, par exemple, qui va avoir cette imagination, ces captations, et qui vont donner lieu à une connaissance des lois de la nature applicables à des vérités.
Alors, on pense quelquefois que le poète est un être qui est déconnecté du réel, hein, qui est dans ses nuages. Mais c'est tout à fait le contraire. Le poète, comme le scientifique, est tout à fait connecté aux lois du vivant, aux lois de la nature. Il va fonctionner dans un mode différent, hein, que le scientifique est complémentaire. Il va fonctionner beaucoup avec la beauté. Hein? L'artiste va comprendre les choses par intuition et va connecter avec quelque chose de très mystérieux qu'on connaît très mal aujourd'hui, qui est le beau. Le beau dans le sens platonicien du terme, hein, le beau, le bon, le juste, le vrai. Hein? Alors, donc ce beau est un rayonnement qui est l'expression d'une réalité intuitive qui va devoir par la suite descendre dans différents plans de réalité pour pouvoir trouver son impression ou sa réflexion dans la matière. Hein? Alors, ça devient alors très intéressant. Tu vois, tout à l'heure, on disait que c'est la pensée qui crée la matière. Quelle matière voulons-nous créer? Voulons-nous créer une matière qui est belle, qui est l'expression des lois naturelles du vivant, ou voulons-nous avoir des règles de jeu artificielles qui nous éloignent complètement de nous-mêmes et qui créent de l'artifice? Alors, qu'est-ce qu'on veut créer? C'est la question fondamentale. Alors, donc, c'est là aussi l'importance du philosophe, de l'amoureux et de la sagesse, hein, pour dans la démarche poétique. Parce que sinon, il peut y avoir une création qui ne soit pas sage. Hein, et on peut en avoir les résultats dans nos réalités contemporaines. Est-ce que ce que l'on crée dans le monde actuel, dans le monde contemporain, crée de l'harmonie, crée de la beauté, crée du sens, ou au contraire, on déséquilibre le vivant par nos créations. Donc, il y a des choses qui sont intéressantes. Et Giordano Bruno, avec cette phrase absolument magique, magnifique, il va nous dire « L'imagination doit être le premier lien de l'âme, un moyen terme entre le temporel et l'éternel. » Donc, c'est le pont, l'imagination est le pont entre l'éternel, alors on peut dire entre l'esprit et le temporel et la matière, hein, entre l'esprit et la matière. Elle est le sens et à proprement parler le véritable sens. C'est le corps, le véhicule de l'âme, la source où s'écoule la vie humaine, la méthode la plus noble pour communiquer avec Dieu. Dieu dans son sens le plus large possible. Alors, ce n'est pas un Dieu limité comme on peut le rencontrer dans les religions telles qu'elles existent aujourd'hui, mais Dieu dans le sens de cette pensée créatrice qui crée l'univers, dans ce mystère qu'est le divin. Où sommes-nous? D'où venons-nous? Nous sommes l'expression, les enfants de l'univers, comme disait Hubert Reeves. Donc l'univers est notre père, quelque part, si nous sommes ses enfants. Et si nous sommes à l'image de notre père, ça veut dire que nous sommes à l'image de l'univers. Ça veut dire que l'univers aussi existe à l'intérieur de nous. Bon, alors, c'est tout un voyage, oui. C'est tout un voyage que fait Giordano Bruno. Une autre diapositive. Alors, ça, c'est actuel. OK. Donc, dans le même esprit, on a, par exemple,
astrophysicien et philosophe français, Henri Barrault, pour certains vous le connaissez, et qui aussi un militant écologique pour les bonnes raisons, mais qui pense très bien dans cette lignée, tout à fait. Et il va nous dire, l'art donc a un rôle essentiel à jouer dans donc l'aspect, quand on parle de l'art, la poétique, ça inclut tous les arts. C'est, comme on dit, la sagesse faite beauté. Ça résume qu'est-ce qu'est l'art. C'est capter les images par l'imagination de la sagesse, et ce qui veut dire des images des archétypes du vivant, parce que pour la science ésotérique, les archétypes sont les racines de la vie. La vie n'est pas biologique, n'est pas l'agitation moléculaire dans les cellules. C'est pas ça la vie. Parce que la preuve, c'est que même en science aujourd'hui, on a beau chercher, on ne sait pas comment faire entre quelque chose qui a toutes les composantes mais qui est inerte, et quelque chose qui tout d'un coup s'anime et commence à vivre. Tu sais, parce qu'on oublie qu'il y a de l'esprit, il y a de la conscience dans toutes les choses. Il faut que ça connecte. Donc, l'art, le monde vivant pratique l'art. Les animaux sont artistes, quelque part, dans leur propre archétype, dans leur propre rôle. Un loup est loup, parce qu'il est l'archétype loup. Bon. Alors l'humain aussi peut l'être. L'art a un rôle essentiel à jouer. Il ne s'agit plus de commenter ou de comprendre le réel. Ça, la science l'a fait beaucoup, jusqu'à date. Il s'agit de produire le réel. Waouh, quelle proposition. Produire le réel. Surtout qu'on devrait se fatiguer du réel déjà usé. Des habitudes de vie qu'on a, comment dire, peut-être qu'on ne se rend pas compte que c'est usant de toujours avoir les mêmes choses, mais c'est intéressant de voir, par exemple, je vais prendre juste une petite parenthèse, le progrès technologique des ordinateurs. On dit, waouh, ça va de plus en plus vite, toujours plus en plus intégré, toujours de plus en plus puissant. Et on construit de plus en plus de ces grandes banques de serveurs immenses qui, aujourd'hui, brûlent plus d'énergie que les voitures qui roulent dans le monde. Et, bon, pour qu'on puisse avoir l'intelligence artificielle. Mais, vous voyez, donc, cette course en avant. Mais ce qui est intéressant dans ça, c'est qu'en fait, il y a zéro progrès de créativité. C'est pas de la créativité, c'est toujours binaire. C'est 0, 1, c'est des transistors, c'est tout ce que c'est. Ramener au plus bas, mais maintenant au niveau quantique, on va avoir un changement avec la lumière et quantique, mais ça reste des outils qui sont juste des amplificateurs, c'est tout. Des amplificateurs, mais malheureusement de choix qui sont pas les meilleurs. Et puis, en fait, je faisais référence à ça. Ah ouais. C'est ça. Le problème, c'est qu'on est dans des sciences et des choix de société, et donc technologiques aussi, qui sont sans conscience, sans la conscience de notre esprit, sans conscience, je veux dire sans responsabilité. Donc non morale. Et même amorale, au point qu'on ne sait même pas ce que c'est la morale. Si tu peux triturer quelque chose et l'essayer, vas-y, même si c'est dangereux. On est des apprentis sorciers aujourd'hui dans les laboratoires. Toutes sortes de choses incroyables, des chimères sortent des laboratoires. Parce que c'est possible. Et si ça peut faire encore peur à tes ennemis, plus peur, parce que ça peut leur faire les mourir d'une mort atroce, encore mieux. Ben oui, mais et le truc là que tu viens de lâcher, il ne va pas te revenir chez toi, par hasard. Vous voyez ce que je veux dire, c'est la folie. C'est la même chose avec toutes les armes nucléaires dans le monde. Pourquoi on avait 10 fois la puissance de détruire toute la planète en armes nucléaires? Juste parce que chacun veut dans sa cour assez pour se défendre. C'est même pas rationnel. C'est même pas... Bon, tu sais, des fois, l'irrationnel peut quand même avoir un sens. Mais là, c'est même plus. On est en dehors de la raison. Alors, des fois, je disais justement, pourquoi les décisions... Ça, c'est les dirigeants qui décident. On est pris. Ben oui, mais on a les dirigeants qu'on mérite. C'est tout. Au fond, non?
Tu sais, dans le sens, ok, ben, ça, c'est encore une excuse, mais c'est à nous de faire des écoles de dirigeants, des écoles de dirigeants moraux. C'est ça les écoles de philosophie. De tout temps, les civilisations ont pu se relancer, démarrer, grâce à la possibilité de travailler ensemble, et puis pas de tous être sur la défensive pour s'autodétruire. Donc, mais ça a pris des dirigeants moraux qui voyaient plus loin, qui voyaient dans les différences entre les personnes et les conflits qui peuvent exister, une synergie, un mouvement de vie, des possibilités de combiner les opposés de façon tellement créative. Mais ça, il faut nourrir la vision, et la vision, elle est là, elle est disponible. Mais on dit aux enfants d'arrêter d'imaginer. Hein. C'est très tôt, quand tu es jeune, on te dit, c'est du, en anglais, make-believe, là, ou en français, c'est se faire croire, arrête de te faire croire des choses. Non, l'imaginaire, super important. Alors, je n'ai pas fini de lire sa phrase. Ce qui tue aujourd'hui, et avant tout, c'est notre manque d'imagination. Notre enlisement dans l'inertie. Wow! De quoi il parle? Quelle inertie? Pourtant, on est super agité dans tous les sens. Mais c'est ça l'inertie. L'agitation dans tous les sens, c'est une inertie. C'est un gaspillage d'énergie incroyable du matin au soir. Tout ça pour des obligations, payer nos factures et tout. Mais ça devrait être juste un moyen, ça. Et après, on doit avoir le temps, au moins un tiers de la journée pour créer. Bon, en tout cas, inertie. Notre problème n'est pas technique. Il est axiologique et ontologique. Alors, pour traduire, là, axiologique veut dire c'est les valeurs. Où sont les valeurs? Les valeurs qui donnent une direction, un sens, une direction aux choses, une priorisation. Et ontologique, l'être. C'est qu'on ne fait plus appel à notre être, on ne fait plus appel à l'auteur. On est des acteurs qui essayons de nous sauver la face, quelque part. Tu sais, je veux dire, je parle en termes de qu'est-ce qu'on attend de nous dans la culture actuelle. L'art, la littérature, la poésie sont des armes de précision. Il va falloir les dégainer. Alors, que les artistes... voilà, maintenant, il y a recrutement dans les forces artistes de la nation. Bon. Mais encore, tu vois, c'est l'art, il va falloir le dégainer. Alors, c'est une phrase qui est assez forte là, de la part d'Aurélien Barraud. Ici, c'est intéressant. Et on commence à entendre ça de plus en plus parce qu'en effet, l'imagination est un pouvoir très grand et il n'est pas le premier à le dire. Hein. Einstein disait l'imagination est plus importante que la connaissance. Hein. Entre autres, on peut voir ça. Mais en fait, ce qui est important aussi, c'est cette démarche artistique est une démarche d'intériorité. Alors, comment fait-on pour imaginer? Mais pour bien imaginer, que va-t-on imaginer? Et que va-t-on créer? Parce qu'il ne s'agit pas de produire pour produire, hein, mais qu'est-ce que l'on veut créer? Qu'est-ce que l'on veut amener? Quelle expression, quelle image on veut capter? Capte-t-on pour, et à quoi va-t-on donner lieu? Donc, encore une fois, je pense que Confucius disait un peu la même chose que Socrate, hein, quand on mentionnait « Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux ». Confucius, lui, disait « Tu veux connaître le réel? Connais-toi toi-même. Tu veux savoir qui est l'homme? Qu'est-ce que l'homme? Qu'est-ce que l'être humain? Connais-toi. Connais-toi toi-même. » Donc, en fait, cette connaissance, elle est moins dans l'exploration des choses extérieures qu'une concentration vers l'intérieur. Et c'est ça que va faire le poète, c'est ça que va faire l'artiste. Poésie, hein, ça veut dire créer, poiésie. C'est la racine grecque du mot poésie. Ça ne veut pas dire une forme figée sur une page. C'est bien plus que ça. Ça veut dire créer. Donc, qu'est-ce qui permet cette création? C'est tourner son regard vers l'intérieur. Donc, ça va prendre un peu de silence. Ça va prendre de fermer un petit peu
les projecteurs artificiels, les écrans. Il faut fermer ça. Il faut retrouver un espace de silence. Il faut retrouver un espace où on se tourne vers soi et on écoute. On écoute ce qui se passe à l'intérieur de soi. On écoute ce qui se passe autour de soi. Et de là peut s'éveiller justement cette musique intérieure, hein, qui est le réel. Et c'est ça que l'on peut capter encore une fois et donner lieu à cette musique. C'est dans ce sens-là que l'art, la littérature, la poésie peut ouvrir des chemins complètement différents et nous sortir des modes de pensée préfabriqués dans lesquels on est tous un peu moulés, une façon de vivre très mécanique, très automatique, où on n'a plus le temps de penser. Et c'est ce qui se dit aujourd'hui à l'université, qu'on n'a plus le temps de penser. Donc il faut revenir vers soi et rencontrer cet espace intérieur de silence et de contemplation, pouvoir contempler. Oui, on apprend dans les livres, c'est fondamental, hein? Il y a des savoirs qui se transmettent, mais on apprend aussi en s'observant soi-même et en observant le monde qui nous entoure. Je pense que les astrophysiciens ont rêvé avant d'être des scientifiques devant les étoiles. Et peut-être qu'ils ont lu Le Petit Prince et ça a allumé un feu chez eux. Parlons du Petit Prince. Regarde la prochaine. On les connaît. Giordano Bruno avait même eu cette inspiration de Saint-Exupéry. Il a dû lire, Le Petit Prince. Un nombre infini de soleils existe. Un nombre infini de terres tourne autour de ces soleils, comme les 7 planètes tournent autour de notre soleil. Les êtres vivants habitent ces mondes. Est-ce qu'il faisait ça juste pour figure de style, pour faire des rimes? Ou il a vu ça? Et s'il l'a vu, est-ce qu'il communiquait avec ces êtres? Vous voyez que la réalité intérieure, quand on parlait d'infini versus le monde fini, et un temps éternel versus un temps temporel, il y a vraiment des ressources qu'on sous-estime comme c'est pas possible, et qu'il semble que beaucoup d'efforts est mis pour que le moins d'humains possible s'en rende compte de cette ressource intérieure. Alors, qu'est-ce que tu dirais qu'on fasse une pause? Parce que sinon, c'est beaucoup d'agitation. Hein? Quand on est à l'extérieur et on répond à toutes les stimulations oui, mais ça, c'est bon pour le commerce. C'est bon pour le commerce. Mais qu'est-ce que tu dirais qu'on c'est pas fasse bon pour nous. Non, mais c'est pas bon pour l'être humain. On a notre bar là, qui a besoin d'un peu de commerce. Qu'est-ce que tu dirais d'une pause? D'une pause. C'est pas OK. OK, après, on ouvrira. Il y a quelques autres diapos, mais on ouvre aux questions. Continuer de rencontrer cet imaginaire de Giordano Bruno. On s'était laissé juste avant la pause peut-être à rappeler nos propres contemplations devant la mer ou au sommet d'une montagne, sous un ciel étoilé, et où on a pu peut-être percevoir quelque chose, sentir quelque chose, et que ces images-là sont restées à l'intérieur de nous. Tout ça fait partie de notre voyage dans la vie, dans l'existence, et nous animent, et nous habitent, et nous font rêver, et nous font peut-être découvrir des choses. Alors, je pense que Giordano Bruno a pu mais aussi vivre à partir et Hubert certainement, qui le disait lui aussi, la vision scientifique et la vision poétique, loin de s'exclure, se rejoignent pour nous faire percevoir le monde dans sa véritable richesse. Ces deux approches, ces deux mondes viennent se compléter pour nous offrir une possibilité d'entendre de façon plus large la vie et peut-être de vivre de façon plus large aussi. Donc et c'est ce poème de Giordano Bruno que je voulais vous
faire entendre. Encore une fois, c'est un grand scientifique qui continue d'influencer les plus grands scientifiques d'aujourd'hui. Et il amène cette perspective justement de la poétique, de la poésie. La poésie, encore une fois, qui veut dire créer. Ce n'est pas une forme particulière, mais c'est l'expression d'une pensée captée, intuitive, qui va s'exprimer à travers des mots. Et les mots, à ce moment-là, peuvent ne pas... Les mots peuvent être des véhicules qui nous permettent de voyager. Le langage est quelque chose de magique en soi. Et lire comporte une magie. C'est incroyable que de passer ses yeux sur des graphies, sur une feuille, nous fasse entendre une musique, des mots, nous fasse voir des paysages, nous fasse comprendre des réalités. Il y a quelque chose qui est incroyable dans ce fait de l'écriture et de la lecture. Et ça peut nous faire voyager très loin. À ce moment-là, les mots sont des véhicules. Hein? Donc ce poème de Giordano Bruno, qui se trouve dans son livre de sciences. Alors, hein, c'est un livre scientifique qui s'appelle L'infinité, l'univers et les mondes, où il nous parle de ces multiples dimensions, de ces multiples mondes qui existent, tout précurseur qu'il était. Et il y a ce poème, rien ne repose, mais tout tourne et tournoie, où dans le ciel et sous le ciel on voit, toute chose se meut, ou en haut ou en bas, bien qu'elle soit longue ou brève, ou pesante ou légère, et peut-être tout va du même pas, et vers le même point, car toute chose se meut jusqu'à l'un. Tant la vague sur l'eau tournoie, que la même partie, tantôt retombe, tantôt remonte, et le même tohu-bohu donne au tout tous les mouvements possibles. Alors on commence à tourner, on commence à rentrer en relation avec cette vibration. Hein, tout à l'heure, on parlait de ça, Pierre, tu nous as mentionné ces termes qui caractérisent la science ésotérique, hein, qui parle en termes de vibration, d'énergie, hein, d'information. Et c'est ça que le poète est en train de nous transmettre, parce que là, il est rentré en union avec cette réalité-là et nous la transmet. Alors ça nous prend aussi comme lecteur la capacité d'écoute, la capacité d'être en silence pour raisonner avec le poète. Ah, ça c'est important. Puis après, on va passer aux questions. Pour Giordano Bruno, tout à l'heure, j'ai fait une mention de Antoine de Saint-Exupéry avec Le Petit Prince, hein, qui parle de toutes ces planètes dans l'univers. Hein, donc, qui dit une phrase très importante, une de ces grandes phrases, il dit « L'homme est un nœud de relation ». L'homme est un nœud de relation. Nous devenons les liens que nous établissons, nous devenons les rencontres que nous faisons, les rencontres avec les paysages, les rencontres avec les autres, les rencontres avec soi-même. Et Giordano Bruno va beaucoup écrire sur cette importance des liens, cette importance de la relation, l'importance du dialogue, de ne plus être dans cette position où je suis un penseur qui pense sur quelque chose. Non. Et que je décortique et que j'analyse. Non. Je suis en dialogue avec ce qui m'entoure. Je questionne l'arbre, elle me répond. Je questionne le vent, et il me répond. Je questionne la montagne, je questionne les étoiles, et elles s'animent comme des grelots.
dans le ciel. Vous voyez où sont mes influences. Hein? Et Platon disait la différence entre je pense à la montagne, je pense à la rivière. Alors il disait l'être pense montagne, pense rivière. Pas pareil. Penser à admet une séparation. Et on est dans l'avoir qu'on n'a pas ou qu'on a. Donc une recherche de contrôle. Alors on est en train, dans cette démarche d'établir des liens, on est en train de devenir tous ces liens en relation avec ce que l'on rencontre. Donc alors on devient l'univers lui-même. Ça c'est un Giordano Bruno qui va dire ça. Donc oui, c'était un grand maître. Donc nous on est des aspirants au pied de Giordano Bruno ou de d'autres grands maîtres de sagesse. Nous n'en sommes pas, mais nous sommes des amoureux de la sagesse, des philosophes. Et c'est pour ça qu'ils nous inspirent tellement, ces grands maîtres. Et ces liens, tu vois, tu as fini? Est-ce que tu as lu ça? Non, excusez-moi. Mais tu peux le lire, Pierre, je pense. Non, il n'est pas fini. Non, parce que la conclusion... On va laisser quelques... La nature lie par la variété et le mouvement, et l'art émule de la nature, multiplie les liens, les diversifie, ordonne et compose en une certaine succession. Alors tout à l'heure, on avait une discussion avec Suzanne à la pause et qu'on disait, ben, il y a une variété de façons de rencontrer cette unité, cette vérité, cette quête. Mais oui, et elle s'exprime dans l'univers, dans la multiplicité de cette unité qui est merveilleuse comme un bouquet de fleurs, un bouquet d'êtres humains, un bouquet de culture. Oui, mais comme un arbre, son tronc et toutes ses branches jusqu'à ses petites feuilles, il y a une certaine succession où tout est relié au tronc et aux racines. Et puis, donc, quand on cherche à se demander, mais la fameuse axiologie qui veut dire les valeurs, quelles sont mes priorités, où est-ce qu'on se situe, ben, en se reliant, on a la réponse. Donc, on n'a pas besoin de l'inventer. On trouve notre place. On trouve la place aux choses. C'est ça l'ordre. C'est l'ordre naturel des choses, c'est-à-dire notre propre ordre. Alors, c'est souvent cet axiome aussi qui dit « deviens qui tu es ». Dans la démarche du philosophe, « deviens qui tu es ». On n'a pas besoin de s'inventer. Alors, attends, je crois. Oui, donc, avant d'aller là, peut-être, est-ce qu'il y a des questions? On voulait ouvrir au dialogue, aux questions. On aura d'autres choses à montrer, mais ça dépend des questions qui viennent aussi. Et puis après, on ira à la conclusion. Mais peut-être, par rapport à ce que tu viens de dire, Céline, dans « Deviens qui tu es », il y a certainement plusieurs chemins. Est-ce que la création en fait partie? Est-ce que l'imagination en fait partie? Oui. Alors, donc oui, c'est une question qui est vraiment intéressante et qui est vraiment au cœur de ce qu'on est en train de rencontrer avec Giordano Bruno. Vous savez qu'il a écrit sur l'imagination, vraiment. Il a écrit aussi sur la mémoire également. C'est que pour Giordano Bruno, et c'est des recherches qui continuent de se développer aujourd'hui. On est en train de développer des branches de connaissances qui s'appellent l'anthropologie de l'imaginaire. C'est-à-dire qu'il y a des structures fondamentales des structures fondamentales de l'imagination. Pierre en a parlé tout à l'heure quand il a fait référence aux archétypes. Donc, les archétypes sont des modèles, des structures premiers qui existent dans la vie. Alors, ces archétypes
hein, qui sont par exemple les grands archétypes qui sont le jour, la nuit, par exemple, le soleil, la lune, et toute la symbolique, hein, qui vont nous donner une pluralité d'images, par exemple, hein, vont faire partie de cette structure anthropologique de l'imaginaire. Mm-hmm. Donc, on commence à explorer et à découvrir de plus en plus aujourd'hui. Et ces structures de l'imagination, plus on les rencontre, plus on rencontre les archétypes, plus on rencontre la dimension symbolique des civilisations anciennes. Aujourd'hui, on a perdu beaucoup le sens de ces archétypes et de la connaissance des symboles. Mais cette connaissance nous amène, nous permet un chemin d'élévation vers l'essentiel. Et par exemple, il y a une scientifique que j'aime beaucoup qui s'appelle Margaret Somerville, une contemporaine qui vit toujours, qui a écrit un livre qui s'appelle, elle est anglophone, qui s'appelle Ethical Imagination, l'imagination éthique. Hein? Elle était responsable de la chaire, de la justice et de la santé. Et elle a travaillé, c'est ça, à l'université McGill. Et elle a travaillé beaucoup sur toutes les questions de bioéthique. Et elle disait que c'est par la poésie, donc cette dame chercheur, elle disait que c'était par la poésie et le retour à la compréhension du langage symbolique qu'on pouvait se donner dans le monde une éthique commune, hein? C'est-à-dire une relation à l'essentiel de l'être qui fait partie du patrimoine de toute l'humanité. Et ceci par le langage poétique. Le langage poétique contient l'émerveillement, contient l'ouverture, contient le beau, comme je disais tout à l'heure, pas en termes de réductible comme on le comprend aujourd'hui, mais vraiment dans son essence, comme un rayonnement de l'amour. La beauté est un rayonnement de l'amour. Donc c'est Platon qui nous parle de ça. Donc, peut-être aussi, des fois, on a tellement l'habitude, par rapport à cette question, de penser que voilà, être soi, bon, il faut le construire. Et puis, par où je commence? Quelle brique d'abord? Puis, je veux dire, lesquelles... Bon. Mais que vraiment, il y a un travail, vous le voyez tous, ceux qui font les cours de philosophie, c'est que d'abord, on doit se libérer de mode de pensée limitant. Et puis, en fait, on ouvre. Et puis, grâce à l'imagination, on peut se voir plus comment on est relié à tout ce qui existe, hein, où commence et où je suis, où vont les choses. Donc, déjà dans le temps, imaginer son narratif, son histoire, son évolution, sa propre évolution, revoir un peu son passé, mais d'un nouveau regard, d'une perspective qui est plus tranquille par rapport à des choses qui auraient été incomprises. Et puis, c'est laisser tomber ces barrières, ces incompréhensions, ces réflexes de protection peut-être, qui font que on élague comme un sculpteur qui finit par trouver la beauté de l'être qui est là, mais qui était complètement embarricadé par toutes sortes de mécanismes qui étaient le personnage, le faux costume qu'on s'est bâti pour essayer d'avancer dans notre jeunesse. Et puis, donc ça, c'est une étape. C'est pas, après, il y a des degrés pour l'être, mais si on ne fait pas d'abord ce travail-là, bien, de clarification, qui est un processus aussi appelé purification en alchimie, ça, c'est un chemin assez universel. En alchimie, on parlait de 3 couleurs, le noir, le blanc et le rouge. Donc le noir, c'est où on commence. Job sur son fumier, je constate que je
ça va mal, ça va pas comme je veux, tout est... Des fois, on ne se rend pas compte que les choses vont pas bien, parce qu'on est prisonnier de toutes sortes de mécanismes et d'attentes, puis d'une fausse recherche de faux succès. Mais quand on se rend compte que ça n'a pas d'allure, là, on se rend compte, oui, mais je suis en train d'exister quand même, là. Mais qu'est-ce qui existe au juste? Au service de quoi, comme on disait au début? Alors, on a de la matière, c'est le fumier. Mais de ça, ça va être notre matière première. Parce qu'on est là. Donc, on peut bénir cette situation. La gratitude. Parce que les roses naissent, les plus belles roses naissent dans le fumier. Alors, il y a de l'espoir. Après, la voie blanche, c'est qu'on se met dans un processus de clarification. Puis c'est ce que je racontais tout à l'heure, laisser tomber les barrières une après les autres. On laisse la vie nous amener les défis qui sont les portes de papier, des obstacles qu'on a souvent une illusion, mais qui finalement on peut se dépasser. Voilà. Et finalement, on arrive au rouge, qui est le côté, la voie royale, où justement c'est l'équivalent dans les écoles de philosophie ancienne, même dans les écoles de Pythagore, de mathématikoi, où non seulement on apprend, mais on est un peu mage, dans le sens qu'on peut aussi transmettre en tant qu'exemple de cet ordre naturel du monde. Encore là, il y a des degrés, mais et de pouvoir apprendre tout en transmettant, on le fait comme parents avec nos enfants. On apprend dans la vie, puis les enfants, ils vont apprendre de nous. Donc d'être des exemples, déjà, la vie est bien faite pour amener l'humain à le faire. Et beaucoup se désinvestissent de ce rôle d'être un exemple honorable, noble, éthique, vertueux. Mais si on se pose des questions fondamentales, c'est pas dans les livres qu'on va trouver les réponses. C'est encore là, dans la vie intérieure. Dans la vie intérieure, c'est ça. Puis si beaucoup, tu vois, se découragent et tout ça, c'est parce que aussi le monde dans lequel nous vivons est pas en train de favoriser l'éveil, n'est pas en train de favoriser l'élévation, si je peux dire, tu vois, ou au contraire, c'est comme disait Pierre tout à l'heure, tout est là pour écraser les flammes qui veulent s'élever et donner de la chaleur et de la lumière. Ça va? Voilà. Giordano Bruno nous donne sa réponse poétique à cette question aussi. Alors, Giordano Bruno, un de ses livres s'appelle Fureur héroïque. Et il parlait, quand il mentionnait la poésie, il parlait du furieux. Le furieux qui est cette passion intérieure, qui est cet enthousiasme intérieur de conquête, de quête, d'amour de la connaissance. Alors c'est quelque chose qui traverse cet être qui est comme un météore qui traverse le ciel quand on se met à la découverte, à la rencontre de son œuvre. Et il écrit ce très beau texte dans ce livre Fureur héroïque, qui est le suivant: d'un si beau feu, d'une si noble attache, beauté m'embrase et honneur me lie, qu'il me faut dans les flammes et dans la servitude trouver ma joie, fuir ma liberté, redouter de m'éteindre. Tel est l'incendie que je brûle sans me consumer, tel le nœud que l'univers avec moi le célèbre. Ni la crainte ne me glace, ni la douleur ne me dénoue, mais tranquille est l'ardeur, douce l'entrave. Je distingue si haut la lumière qui m'enflamme, et le lacet ourdi de si riche éteint, qu'en moi, comme naît le penser, meurt le désir, puisque la flamme, si belle au cœur, me resplendit, et que si beau lien enchaîne mon vouloir, que serve soit mon ombre, et que brûle ma cendre. Alors c'était un météore, comme je disais. C'est pas pour rien que
Giordano Bruno, aujourd'hui, est célébré à travers le monde comme libre penseur. Et à Nouvelle Acropole, il est très important. On célèbre toujours dans le mois de février. Le 17 février était l'année de sa... Le jour, 1600. pardon, 1600. Le 17 février 1600 était le jour de sa mort sur le bûcher de l'Inquisition. Mais sa mémoire, ses mots, restent toujours vivants et sont toujours en train d'allumer des flammes, hein, de nous inviter à être les acteurs de notre destin, de notre vie, d'aller chercher ce cœur intérieur qui peut nous permettre de transformer, d'être les maîtres de notre destin, comme il nous voulait, libre, parce que c'était un être libre. Quand il a écrit ces mots, il était emprisonné dans le cachot de l'Inquisition depuis plusieurs années, mais ça ne l'a pas, ça ne l'a pas empêché d'être ce feu brûlant. Et il s'attardait à redouter de s'éteindre. Il ne s'est pas éteint. Vous voyez la puissance, et ceci existe à l'intérieur de nous. Et donc nous pouvons allumer ces feux et transformer les choses et vivre pour nous-mêmes et pour nos semblables. Garder vivants les rêves et les incarner. Moi, j'aurais une question pour toi, Céline. Est-ce que je peux? L'importance... Ah, tiens, attends. On l'a enlevé. Oups, attendez. Alors, bon. Ah, ok, on l'a vu, celle-là. Oui. Le lien, lien. mais j'ai peut-être pas dit. Non, ça va. Mais je reviens sur cette question, l'importance de la relation, du lien. Ben, évidemment, du lien avec l'être intérieur. Oui. Dans une époque où toutes les tendances vont à ce que chacun s'isole les uns des autres, parce qu'on a toutes les ressources dans notre téléphone mobile. Donc on a moins besoin des autres. On a les amis, ils sont là. Non, mais c'est une façon de parler. Ouais. Mais c'est ça. Le côté dont on parle souvent, de la volonté, de la liberté, de la conscience, qui permet d'entretenir ces liens. C'est une bonne question. Mais oui, la question. La réponse est dans la question. J'ai l'impression que tu as donné la réponse, c'est ça. La réponse. Mais oui, c'est la conscience, c'est la volonté, c'est la liberté. En fait, c'est ça. C'est pour ça que l'on parle de Giordano Bruno toujours dans ce sens de libre penseur, mais aussi d'une forte volonté, d'un fort vouloir. C'est cette flamme vivante à l'intérieur de l'être qui permet de continuer la recherche malgré les obstacles, malgré les difficultés, malgré peut-être les résultats qui ne sont pas toujours visibles. Disons, mais quelle importance en même temps, tu vois, parce que nous allons tous mourir. C'est un fait. Non, c'est quelque chose qui va nous arriver. Ça va tous nous arriver. Mais à quoi aura servi notre vie? À quoi on va servir? Qu'est-ce qu'on sert? Ben, déjà, notre propre réalité d'être, de découvrir La raison d'être. la raison d'être. La raison d'être. Avec un grand R dans ce cas-là. La cause. Oui. Notre cause. Voilà. Donc ça vaut le coup. Notre part Ouais. de responsabilité Ouais. dans le monde. Ça vaut le coup. Et Tu avais une question. Oui. Il y avait une question, Ah oui. j'ai vu. Ben, c'était par rapport à Giordano Bruno versus, on a parlé ce soir un petit peu d'Hubert Reeves, on a parlé de la poésie qui m'intrigue un petit peu aussi côté poète, parce que
Tu sais, la poésie, souvent, on associe ça à des thèmes, tout bien calculés, balancés, rimes. Là, je m'évade un peu dans tous mes sujets. Mais on revient à Aurélien Barrault, vous parlez de la communication, mais c'est fou, depuis 20 ans, les liens ont tellement évolué de façon à la vitesse lumière, grand V, à haute définition, que je veux dire, c'est normal que l'être humain soit un peu puis qu'on cherche encore plus que jamais, puisque l'évolution que l'humanité a subie ces 40 dernières années n'a rien à voir. D'après moi, c'est sûr, il y a eu des guerres mondiales, il y a eu des choses qui se sont produites, mais je ne sais pas si vous voyez un peu ce que je veux en venir, parce que moi, j'ai de la misère à me retrouver dans ma question. Mais, on regarde Aurélien Barrault, puis je trouve qu'il y a beaucoup de vrai, puis il y a un attachement, puis le fait qu'il s'attache à Giordano Bruno, ce que j'ai appris ce soir, m'amène à me questionner un peu plus à son sujet. Puis, vous avez parlé d'une autre personne. Vous parlez d'un changement depuis 20 ans. 20, 30, Facebook aujourd'hui, c'est fou. C'est ça, mais c'est du progrès technique. Mais l'humain disparaît. Exact. Pourtant, on aurait toutes les raisons de s'unir encore plus, au contraire. N'est-ce pas un paradoxe? Bien, absolument total, solide. Hein. Puis c'est une censure qui est voulue à travers, justement, ceux qui vont s'élever comme Aurélien Barrault vont être écrasés par les GAFAM de ce monde, malgré qu'il réussit à tirer son épingle du jeu grâce à des organismes peut-être comme le vôtre, ou du monde un peu plus flyé sur Facebook qui ont le courage de loguer sa photo puis de l'encourager. Puis surtout qu'il ne se cache pas devant un costard avec une chemise. Là. Il a les cheveux longs, une tuque, sa tête, puis il a un style vraiment, malgré tous ses diplômes, c'est une personne qui mérite notre attention à nous tous, je pense. Puis j'ai hâte de voir où est-ce qu'il pourrait amener la société française, parce qu'il ne doit pas être traduit en 10 langues. Mais il nous appelle à être comme lui, et lui ose être en toute conscience. Étant responsable de son existence et puis donc d'un message porteur d'espoir. Parce qu'il donne un espoir. Mais chacun de nous peut aussi avoir ce message d'espoir. C'est pas, même si on revient sur l'idée que depuis 20 ans ou 30 ans, en tout cas, on est un peu écrasé là, par le surcharge d'informations, puis que finalement, on ne respire plus vraiment notre vie normale. Et puis que c'était aussi, ils avaient leurs autres problèmes quelques générations avant. Eh bien, en même temps, c'est un beau défi de réaffirmer l'être au milieu de tout ça, de ce fumier actuel. On est tous dans une matière noire collective, mais qu'on peut transformer. Il y a les changements c'est une opportunité. Les changements climatiques versus la philosophie. Parce que les changements climatiques aujourd'hui apportent une nouvelle façon de voir les choses. À moins qu'on veuille absolument pas le voir, là, mais puis je pense que ça va amener une nouvelle forme de philosophie et peut-être que les gens vont revenir de plus en plus à l'agriculture ou on parle beaucoup avec Trump aujourd'hui du commerce local, l'autonomie, l'autosuffisance, le savoir-faire aussi. On a perdu les métiers, beaucoup. Les métiers sont devenus techniques et régimentés à un point que c'est pas accessible à tout le monde. Pourtant, on veut tout avoir sur Facebook. Ouais, et pourtant. Il y a beaucoup de métiers qui ont été envoyés en Asie ou dans des pays pauvres pour rentabiliser au plus. Et puis maintenant, l'un des gros problèmes aux USA ou dans tous les pays occidentaux, c'est que il n'y a plus le savoir-faire ou les moyens ou les usines, même pour faire des produits un peu simples, genre des chaises ou je sais pas quoi, parce que il y a peu rien ce qu'il faut. Du coup, maintenant, on peut dire que oui, on va fermer les frontières ou je sais pas quoi, et puis se réapproprier les trucs, sauf qu'il y a tout qui est parti. Et que ça a mis 30 ans pour tout partir, donc ça va être dur pour refaire ça. Puis commencer à récupérer des vieilles chaises en plastique, on s'entend que nos fesses n'ont pas le goût de ça. Là. On veut des belles chaises confortables, des beaux divins électriques. Mais c'est ça, c'est pour voir qu'est-ce que l'on veut imaginer pour l'avenir, qu'est-ce que l'on veut devenir. Tu vois, et c'est pour ça que
cette démarche de connaissance, elle ne peut pas se faire sans conscience, elle ne peut pas se faire sans un brin de sagesse, même si on n'est pas des mages, on n'est pas des sages, on n'est pas des mages, mais il doit y avoir un brin de sagesse dans ce que l'on crée. On ne peut pas créer n'importe quoi, n'importe comment. C'est par respect pour nous-mêmes, puis pour les générations à venir, par respect pour notre environnement aussi. Qu'est-ce que l'on veut devenir? Qu'est-ce qu'on veut léguer? Qu'est-ce qu'on veut apporter à notre monde? Et à notre planète, exactement. Et puis en même temps, il y a des solutions. Et puis, tu vois, c'est qu'on ait une diversité d'intelligence, de gens qui avons des talents différents. Alors quand tout ça se met ensemble, il n'y a pas besoin d'avoir d'être comme. On ne sera pas comme un autre. Mais être soi, c'est déjà énorme, énorme, énorme. Et en se reliant. En se reliant, être soi, reliés les uns aux autres, ça donne une belle force. Et beaucoup de solutions peuvent venir de là. Moi, j'ai une petite question. Oui. Pourquoi est-ce qu'on perd de notre capacité ou notre puissance d'imagination en grandissant? Et ça, c'est indépendant, je pense, de la société dans laquelle on vit. Mm-hmm. Oui, c'est parce que... je peux commencer, Pierre? C'est parce que on est dans un monde qui ne valorise pas l'imagination. L'imagination est vue comme du divertissement, tu vois, et de la fantaisie, et quelque chose d'artificiel. Alors, déjà, ce point de vue-là nous fait perdre confiance dans cet outil que nous avons. Et donc, on ne le valorise pas, et on ne comprend plus ce qu'est ce pouvoir que l'être humain a de façon naturelle. On ne le comprend plus. Alors, donc, on l'utilise de moins en moins. Et donc, on adopte un mode de fonctionnement qui va donner plus de crédit à la raison seulement. Parce que l'imagination a besoin de la raison. C'est une complémentarité. Une complémentarité. Mais on l'a discrédité. C'est devenu, pour être un peu brutal, la folle du logis, l'imagination. On ne fait pas confiance à ça. Et c'est un très grand pouvoir que nous avons, qui peut amener beaucoup de solutions à des problématiques que nous avons. Ne serait-ce que de garder la capacité de s'émerveiller. Ça, aujourd'hui aussi, il y a un aspect dans l'imaginaire qui est très important, dont on ne peut parler, mais dont parle aussi beaucoup Giordano Bruno, c'est la capacité de s'émerveiller, de ne pas prendre les choses pour acquises. Et ce qui est aussi la démarche, c'est la démarche poétique, et c'est aussi la démarche scientifique. Parce que quand on commence à découvrir ce qu'est la vérité des êtres, des animaux par exemple, ou des plantes, ou des forêts, etc., c'est magnifique ce qu'on va trouver. La façon dont que les choses interagissent, fonctionnent, etc., c'est magnifique. Mais on a perdu ça aussi. Donc il faut le récupérer, c'est pas grave. Parce qu'on est là, on est toujours là, vivant, et puis on est toujours capable de contempler un ciel étoilé, d'observer la lune, d'observer les animaux, les oiseaux dans un arbre. Il y a tellement d'occasions de pouvoir éveiller cette capacité de saisir la beauté et d'en être habité. Alors c'est sûr que, comme tu disais, Pierre, si on est pris, aujourd'hui, ce qu'on nous donne, c'est des téléphones, et il faut avoir le dernier, il faut avoir le 5G, il faut avoir ci, ça. Alors on est envahi, il n'y a plus de place pour le silence. Et puis un petit exemple, l'exemple que tu donnes, Céline, on le donne aussi à nos enfants, le plus jeune possible, même maintenant il y a des règlements pour dire aux parents, non, ne donnez pas un téléphone mobile à votre enfant de 5 ans, là.
parce que c'est trop, c'est exagéré. Mais pourquoi ils font ça? Parce que pour la sécurité, pour les suivre. Être sûr qu'on va les retrouver si l'enfant se perd. Vous voyez, la peur que l'enfant explore son monde. C'est des craintes de toutes sortes. On devient hyper protégé, hyper encadré, puis tout suivi à la trace. Bientôt, on va devoir prendre des pilules électroniques pour avoir un barcode à l'intérieur de nous, pour être sûr qu'on est tout suivi à la trace, parce que si jamais je me perdais, c'est comme si on allait tous être séniles. Alors, on perd le sens de l'émerveillement, puis on perd le sens du risque, le goût du risque. Alors, mais un autre truc pour l'imagination, c'est... je reviens à ça, par exemple. C'est une seule force. L'amour relie l'infinité des mondes et les rend vivants. Alors, pourquoi on perd l'imagination depuis notre jeunesse? On le regarde d'une façon juste psychologique, cette question. Mais en fait, l'imagination a besoin de la vie. Elle a besoin du vivant, de la vie qui est notre âme intérieure. Et elle a besoin de l'amour. Il n'y a pas d'imagination sans amour. Un petit exemple tout simple. Ceux qui disent qu'ils ont le pouce vert, qu'ils arrosent les plantes, puis ça va bien les plantes avec eux, tiens, waouh, c'est beau. Mais demandez-leur comment ils communiquent avec les plantes. C'est pas rationnel. Pour eux, les plantes sont des êtres vivants. Il y a un dialogue avec la plante. Et la plante, elle répond par plus de vie. Oui, et puis par un genre de... Voilà, c'est la gloire, quoi. C'est l'expression d'une relation mutuelle d'amour. Et la plante va le vivre, ça. Mais si c'est juste, faut que je t'arrose, c'est technique. La plante, elle va être comme l'enfant, là, qui en a marre d'être contrôlé. C'est ça l'imagination. C'est dans tous les gestes du quotidien. C'est une perspective élargie de nos interrelations qui sont invisibles, mais plus réelles que les choses matérielles qui sont des apparences et de l'illusion. Entre autres, voilà. Et, bon, on arrive à la conclusion, à moins qu'il y ait des questions brûlantes. à la Bruno. Bon. Toutes les âmes font partie de l'âme de l'univers et toutes les âmes, à la fin, sont une. Ça, c'est le point aussi, c'est que des fois, comment devenir mon être? Oui, mais je suis tout seul. Nul n'est seul avec le divin, avec Dieu. Dans le sens de l'âme universelle. On n'est pas seul. Et donc, on peut avoir un dialogue, on peut poser des questions. Et le jour où on commence à faire les questions, ben, c'est la quête, dans le bon sens. Du bon sens et dans le bon sens. Et puis, voilà. Hein, Céline? Élève-toi au-dessus de tout temps, deviens l'éternité, alors tu comprendras Dieu. Donc, c'est l'exemple d'un mage, si on peut dire, de Giordano Bruno, que c'était un mage, c'était un sage, et qui a connecté avec sa propre réalité d'être. Il s'est connu lui-même, et il a connu l'univers, et c'est pour ça qu'il a été capable d'en parler d'une façon incroyable, que les astrophysiciens aujourd'hui suivent et lisent et regardent cette infinité des mondes habités qu'il a décrit. Voilà. Donc, est-ce que tu ajoutes? Alors, ce beau personnage, on retrouve cette statue en Italie, à Rome, Campo di Fieri, statue de Giordano Bruno. Et Nouvelle Acropole, un peu partout dans le monde, honore des endroits à la mémoire de Giordano Bruno, la mémoire d'un libre penseur, parce que c'est ce que nous sommes comme philosophes acropolitains, philosophes à Nouvelle Acropole, des libres penseurs. Et donc, qui n'avons pas, on n'est pas des, qui n'avons pas la vérité, certainement pas, qui peut prétendre, mais qui la cherchons et qui voulons nourrir la flamme intérieure de
confiance en l'humain, en l'être humain, de la beauté de l'être humain et de sa capacité d'améliorer le monde dans lequel il vit, chacun à notre mesure, pas à pas. Et c'est ce que fait l'Acropole dans plus de 50 pays à travers le monde. Oui, un message de relier nos forces, relier tous les êtres ensemble, qui nous ramène à notre origine, de notre rôle en tant qu'humain. L'humanité est une, on a le même destin en tant qu'humains tous. Alors, pourquoi attendre qu'une personne a plus de charisme ou de popularité pour décider où devraient aller les choses? Chacun de nous, et non pas des faux élus du star system. Soyons notre propre star. Soyons nos stars. On est les étoiles vivantes. Et voilà la conclusion. Et pour en savoir plus, bien, il y a les cours de philosophie toujours, pour ceux qui ne connaissent pas. Vous pouvez demander à Claudia. Et on peut peut-être profiter de cette belle clôture pour vous remercier. Peut-être vous applaudir. Je sais pas si...